Weekend, c'est le dernier film après 10, 12, 14 films que tu as fait avec Jean-Luc dans les années 60. C'est ça, oui. Et qu'est-ce que c'est tes mémoires, tes souvenirs de cette période? Alors, je veux dire, il y avait deux choses sur Weekend que Jean-Luc cherchait. Je veux dire, comme sur tous les films, il y a toujours ce côté de dire on va faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Bon, alors là, on avait fait quand même pas mal de choses que les autres n'avaient pas fait. Alors là, si on veut, l'idée s'était un peu rétrécie. Alors il avait décidé de tourner ce film-là en utilisant une pellicule le plus rapide possible du marché et en la faisant développer pour augmenter la sensibilité. Bon, de manière à avoir une pellicule très sensible. Alors, je veux dire, ça fait un gros inconvénient parce que pour faire la prise de vue dans la journée et des trucs comme ça, on était obligé d'enfiler des filtres pour couper de la lumière. C'était pour cadrer, il fallait mettre, dès qu'on avait sorti la caméra, il fallait se mettre des lunettes de soleil parce que sinon on était ébloui. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on lui avait imposé de prendre Mireille d'Arc, et c'est pas elle qu'il aurait voulu avoir. Bon, en plus de ça, il n'aimait pas du tout le producteur là, qui était la Comasico, parce que on racontait, enfin c'est Jean-Luc qui m'avait raconté cette histoire, qu'il soi-disant il avait des salles de cinéma en Afrique, et puis il s'était arrangé avec ses collègues qui étaient planteurs, etc. Et quand on payait les ouvriers, on leur retenait le prix des billets de cinéma. On leur donnait le billet de cinéma quand même, mais on leur retenait, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'acheter une place de cinéma. Alors Jean-Luc, naturellement, avait trouvé ça absolument scandaleux. Donc, une des idées maîtresses de ce truc-là, indépendamment d'essayer de faire ce que les autres ne faisaient pas dans le cinéma, c'était aussi d'emmerder le producteur. Et comment il l'a emmerdé? Ben, il l'a emmerdé parce qu'il avait décidé que la première semaine, on ne tournerait pas. Alors le producteur a dit, ben, si on ne tourne pas, c'est pas la peine qu'on commence. Et il a dit, mais si, je veux que tout le monde soit payé parce que on ne tourne pas, mais si par hasard j'ai une idée, je siffle et tout le monde arrive et on tourne. Bon, et puis après, il n'avait pas dit, la deuxième semaine, on fait que 9h midi, et on ne tourne que le matin. Alors d'ailleurs, ça a été assez drôle parce qu'il y avait son gendre qui était venu... à l'époque, il jouait les British. Il est arrivé avec son petit parapluie, son chapeau melon, et sortant de sa Rolls. Et puis, il était vers 11h30. Il voit les ouvriers qui étaient en train de charger le matériel. Il dit, ah, bon, on change le décor. Ah non, monsieur, aujourd'hui, cette semaine, c'est que le matin qu'on travaille. Et puis après, il a eu cette idée aussi de faire ce travelling, qui était soi-disant le travelling le plus long du monde. C'est un truc qui faisait 300 mètres. 300 mètres, c'est le nombre de rails qui était disponible dans toute la France. Du même modèle qu'on pouvait mettre bout à bout. Bon, alors on s'était foutu dans un champ qui était légèrement en pente. Alors il a fallu faire toute une construction pour rattraper la pente. Une construction assez solide parce qu'il fallait mettre dessus 2 chariots de travelling, le crabe de lit qui fait 250 kg. C'est-à-dire qu'on a mis pratiquement, les constructeurs, ils ont mis pratiquement une semaine pour monter ce truc-là. Et alors on a passé la journée pour faire ce tournage, qui était assez compliqué à mettre en place. Et quand le film a été au montage, il a coupé le travelling en deux. Il y avait une première partie de 150 mètres, et la deuxième partie. Alors après, il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, c'était sur de la musique, de faire la caméra qui tourne sans arrêt. Alors à l'époque, c'était assez compliqué parce que les caméras étaient encore alimentées avec des moteurs triphasés, c'est-à-dire donc il fallait qu'on fasse un certain nombre de tours de fil avant pour que ça se déroule au fur et à mesure qu'on tourne, pour ne pas se coincer. Bon. Enfin, c'était, pour le reste, à part qu'il était de mauvaise humeur pendant pratiquement tout le film. Et ça, c'était normal ou pas normal? Ben, je veux dire, c'était normal, je veux dire, dans la mesure où, a priori, il y avait il y avait des choses qui l'agaçaient, en particulier, je pense, la comédienne, bon, qui était charmante, mais la pauvre malheureuse, c'est elle qui supportait les crises. Bon, et puis peut-être aussi les rapports qu'il avait avec le producteur. Oui. À la fin du film, il dit fin du cinéma. Oui. Et on m'a dit qu'il a dit à son équipe, qui était son équipe pour 5, 6, 7, 8 ans, oui, qu'il n'attend plus de travailler avec lui. Moi, je n'ai pas de souvenir là.
je n'ai pas du tout ce souvenir-là. Mais en fait, je veux dire, c'est vrai qu'à ce moment-là, comme il m'avait dit, il m'a dit un peu plus tard, il m'a dit qu'il a eu la révélation qu'il était marxiste-léniniste et que de ce fait, il ne pouvait plus faire de film avec l'argent du capital. Tellement comme l'argent vient du capital, c'était un peu plus compliqué de trouver pour faire des films. Oui. Alors, tu attendais à la fin du week-end, tu attendais travailler encore avec lui ou... Non, je n'attendais pas spécialement parce que, je veux dire, j'ai toujours eu des rapports. Jean-Luc, c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, mais j'ai toujours eu des rapports qui sont. Autant, c'était des rapports très chaleureux sur le tournage, c'est-à-dire qu'on s'entendait très très bien tous les deux. Enfin, pas tout le temps, mais enfin, disons comme des vieux amants, parce que de temps en temps, on s'engueulait. Mais on s'entendait assez bien. Mais en dehors des films, on ne se voyait jamais. C'est-à-dire qu'en général, comment ça se passait, je veux dire, il me téléphonait pour me dire, tiens, je vais faire un film, alors il faudrait que je t'en parle. Si tu veux, on pourrait déjeuner tel jour, bon, on se donnait rendez-vous. Et puis là, il commençait par me dire, bon, donc on va faire un film, je voudrais le faire à telle date, etc. Bon, c'est une histoire il commençait à raconter 2-3 trucs. On commandait, il mangeait, il disait plus un mot, et on se disait au revoir, et je ne savais pas plus. Oui, oui. Voilà. Pendant le travail lui-même, comment est-ce que vous communiquez? Bon, c'est-à-dire, en fait, il est assez explicite hein, sur ce qu'il veut. Je veux dire, il explique ce qu'il va faire. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Je veux dire, quand on a fait À bout de souffle, qui était le premier film, bon, c'était... comme c'était l'idée, c'était d'un reportage, c'est-à-dire donc avec une seule prise. Hein, puisqu'il voulait rester dans ce jeu-là. C'est-à-dire donc il explique, voilà, il va faire ça, il va aller à tel endroit, etc. On le suit, on est comme ça. Bon. Et là, je veux dire, généralement, les explications, ça se borne à ça. C'est-à-dire, bon, il va faire ceci, il va faire cela, il faut le garder comme ça, comme ci, puis quand il sera à tel endroit, il faut essayer d'être plus gros ou je sais pas quoi. Bon. Et puis, après, une fois que c'est fini, qu'il a fini d'expliquer, il ne faut plus aller essayer de lui redemander quelque chose d'autre. Bon, autrement, enfin, pour moi, je veux dire, je l'ai trouvé toujours relativement clair. Ou en tout cas, quand il n'est pas clair, quand on veut aller rush, il ne fait pas trop d'histoire, ou simplement il dit « Ah ben, je t'ai expliqué ça, tu as dû penser que c'était comme ça, et c'est pas ça que je pensais. » Bon, mais ça s'arrête là. Oui. Et tu faisais l'éclairage et le cadrage. Oui. Et ça posait des problèmes ou c'était mieux comme ça? En principe, quand les films ne sont pas trop compliqués, au point de vue lumière, je préfère faire les deux. D'une part parce que, je veux dire, quand on ne fait pas le cadre, il y a plein de clients qui veulent regarder dans la caméra. Hein. Forcément, il y a le cadreur, celui qui fait le cadre. Bon, il y a le chef opérateur qui voudrait bien voir l'image. Il y a la script qui voudrait bien savoir ce qui se passe. Le premier assistant qui voudrait lancer sa figuration. Le metteur en scène qui veut aussi bien voir. C'est-à-dire qu'on fait la queue. C'est des tickets. C'est comme pour la sécurité sociale. Hein. Je veux dire, il faut faire la queue pour pouvoir rentrer dans le système. Alors, moi, je préfère... parce que là, comme ça me permet de voir 2 fois plus. Hein, puisque je le vois comme cadreur et comme chef opérateur. Bon, et est-ce que vous avez l'idée quand tu tournais un week-end, c'est un film assez grinçant, quoi. Enfin, c'est vraiment un film de quelqu'un qui a un dégoût pour la vie presque total. Ça se sentait ou non? Oui, parce qu'en réalité, je veux dire, il avait ce côté d'être... En réalité, c'était il en avait à tous ces chauffeurs du dimanche en fait, je veux dire, ce qui se passe maintenant, je veux dire, hein, qui vont se casser la gueule sur la route en faisant n'importe quoi, je veux dire. En fait, c'était ça l'idée, je veux dire, global. Indépendamment de toute une histoire politique qu'il a greffé dessus un peu plus dans l'histoire. Et il semblait plus sombre, plus noir dans le tournage ou non? Non, c'était pas... Non, il commençait à dériver un petit peu, disons, à partir de... Quand on a commencé par la chinoise, il était un peu plus... Bon, là, vraisemblablement, il a dû être un peu agacé de la réaction des Chinois à propos de la chinoise. Les Chinois n'ont pas aimé sa chinoise. Oui.
Et vous avez dit que Mireille Darc, parce que Mireille Darc, quand même, c'est un rôle assez bien. Enfin, elle joue Oui. la femme moyenne bourgeoise et extrêmement bien. Oui, oui. Oui, oui, mais en même temps, il faisait un rapport sur elle. Je veux dire, bon, par exemple, il essayait de. Bon, comme il disait, quand il faisait du stop, il a fait mettre sur le dos, les jambes écartées pour qu'on voit son cul, et tout ça. Je veux dire, mais ça faisait partie, bon, de ce que les gens auraient pu faire dans la vie pour arrêter une voiture, mais en même temps, ça lui plaisait de l'humilier quand même. Oui. Et ça, c'était normal? Enfin, c'était... Non, mais je veux dire, Jean-Luc, il a fait de temps en temps des transferts comme ça. Je veux dire, un peu plus tard, il aura fait, quand on a joué... Quand on a fait pendant Carmen, il a fait la même chose avec la petite hollandaise. Marushka. Il y a des moments où, je ne sais pas pourquoi, c'est assez curieux parce que je veux dire, c'est un personnage qui, pendant très longtemps, ça y arrivait de faire de la peine à des gens, de l'équipe, et il s'excusait toujours. Hein. C'est-à-dire que c'était aux filles à racheter un bouquet de fleurs, ou il leur faisait envoyer des fleurs s'ils ne les envoyaient pas tout de suite. C'était les garçons où il allait leur dire qu'il a eu tort de dire ça, où il faisait un petit mot en disant que j'étais fâché, bon, c'était rien. Bon. Et vers la fin, il n'avait plus rien à foutre de ça. Bon, il avait dit, bah, tant pis, je l'ai dit, tant pis. Oui, oui. Et il était à ce moment-là, quand on tournait Week-end, c'était vraiment un grand vedette du cinéma mondial. Oui, oui, ah, oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Oui, oui. Mais il a été très vite, hein, une grande vedette du cinéma mondial, parce que finalement, je veux dire, tous les films qu'il a faits, ça a été... Il y a une histoire qu'il m'a racontée, je ne sais pas si elle est vraie, il m'a raconté, mais qui explique que c'était une grande vedette. Je me souviens plus à quelle époque, mais c'était à une époque où il avait fait 3 ou 4 films seulement. Preminger, il l'a contacté, et puis il lui a demandé, il lui a dit, bon, écoutez, on a l'intention de vous confier un film, combien voulez-vous? Qu'est-ce que vous voudriez? Alors il a dit, je ne me rappelle plus le chiffre, hein, mais c'était un truc, disons, donc il a dit 40 millions. Après Minguer a dit, ah, bon, d'accord, écoutez, on va voir, je dirai ça dans une semaine après. Preminger vient rencontre Jean-Luc et il dit à Jean-Luc, bon, écoutez, 40 millions, vous savez, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Il y a très peu de gens qui ont ça. Mais on a décidé que c'était d'accord, on va vous les donner. Et Jean-Luc dit, mais non, parce que 40 millions, c'est pas pour mon salaire, c'est pour faire tout le film. Et du coup, Preminger a dit, bah, alors si c'est ça, non. Alors. Bon, il fait plus de 10 ans après le Week-end, avant que tu travailles encore avec Jean-Luc. Ouais. Tu as eu des contacts avec lui pendant cette période? J'ai eu un contact avec lui une fois, tout à fait par hasard, chez de Beauregard, mais c'était un contact comme ça, fortuit. Enfin, il n'a jamais cherché à me voir. J'en ai eu un autre après, quand on tournait l'aveu avec Costa Gavras, parce qu'il voulait... il avait un document sur le cinématographique, sur le procès Slansky, et il pensait que ça intéresserait Costa. Donc il m'avait demandé de venir le voir, et puis de jeter un œil sur le document pour que j'en parle. Je pense que c'était un truc très intéressant, parce que ça permettait d'avoir des éléments sur la costume, la façon dont était organisé le tribunal, etc. Bon, mais en fait, il y avait un de ses collègues qui y avait pensé avant, et qui l'avait vendu à Costa. C'est-à-dire qu'il y a Jean-Luc qui arrivait après, donc c'est pas fait. Et après ça, comment le contact est repris? Après, il m'a fait contacter par sa secrétaire, une secrétaire, pour me demander si éventuellement je serais d'accord pour faire un film pour lui. Bon, j'ai répondu comme d'habitude, je disais, quand il s'agit d'un film avec Jean-Luc, je suis toujours libre, je m'arrangerai. Et peut-être 15 jours, 3 semaines après, il me dit, bon, Jean-Luc est d'accord, il accepte votre candidature. Faut que je n'étais pas candidat du tout, enfin bon.
Et puis, comment est-ce que c'était la réunion après, disons... Oh, ben, je veux dire, la réunion a été bon, il faut raconter, parce que alors, il m'avait donné rendez-vous au studio de Boulogne, non, de Billancourt, au studio de Billancourt. Bon, alors, comme j'étais pas à Paris à ce moment-là, donc c'est un endroit qui est très difficile pour stationner les voitures. Alors donc j'étais parti très très tôt. Et puis, comme toujours, quand c'est comme ça, je veux dire, pouf, j'arrive, je trouve une place tout de suite, je me gare. Alors bon, j'étais en avance de à peu près 3/4 d'heure. Je dis, bon, je vais aller au bistrot. Il n'y avait qu'un seul bistrot dans le coin. Et Jean-Luc était là, déjà. Pas rasé, avec les lunettes noires, ce qui est un très mauvais signe. Et il me voit, alors il me tend une main comme une serpillière, toute molle, comme ça, en me disant... ah, bonjour Raoul. Ah, bon, alors on a téléphoné à Steraro. Alors il m'énumère tous les grands chefs opérateurs de la planète. Il n'y en a aucun qui était libre. Alors il n'y avait plus que toi. Eh ben, je dis, tu vois, ça sert à quelque chose de ne pas partir en vacances. Bon, et puis voilà. Puis finalement, il m'a dit et finalement, on va faire ce film-là, on va prendre 2 opérateurs. Eh ben, je dis, ça, c'est une très très bonne idée. Alors, il y en avait un qui devait faire le studio, c'était moi, et puis un opérateur suisse devait faire tous les extérieurs. Bon. Mais pourquoi pas? Oui. Mais c'est pas passé comme ça. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est sur un autre film. Si on rentre à week-end, est-ce qu'il y a des autres souvenirs de cette période? Non, je veux dire, je sais que... Il y a une chose qui m'avait frappé dans cette histoire, c'est que, toujours pour faire chier Napolitain, il avait décidé alors, le problème, c'est que c'était des accidents, donc il y avait toujours des voitures qui étaient très esquintées. Il avait décidé de foutre en l'air sa voiture. Bon, et c'est un truc assez curieux, parce que je veux dire, les gens, finalement, ils aiment bien la voiture, en général. Hein. Et c'est la première fois que je vois un gars qui arrive avec sa bagnole, elle était en très 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 bon état, elle était presque neuve. La dernière production, il avait gueulé parce qu'il trouvait que c'était très cher d'acheter cette bagnole. C'était une Alfa Romeo qui était bleue. Et il a pris une grosse masse, et puis il a tapé sur sa bagnole pour la casser. Et ça m'avait frappé parce que je me suis dit, c'est incroyable, je veux dire, parce que même les gens, quand leur voiture, ils ont des ennuis avec, ça les embête de taper dessus. Hein. Oui, oui. Bon, les gens qui vont voir Week-end, c'est presque 40 ans depuis qu'on l'a tourné. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont le voir? Non, mais je pense que le problème de Jean-Luc, je veux dire, c'est... Moi, je veux dire, j'ai pas revu hein, depuis qu'il est tourné, donc je n'ai pas d'opinion pour l'instant. Bon, en même temps, je suis assez mauvais juge sur ces choses-là, parce que quand on... je veux dire, les rapports qu'on a par rapport à un film, ça correspond à la vision du film fini, ce qui veut dire, c'est l'émotion qu'on en a, et plus la façon dont ça s'est tourné, les rapports qu'on a eus avec les comédiens, avec l'équipe, avec des choses comme ça. Je veux dire, donc c'est un truc qui est... Alors voilà, la seule chose que je peux dire, c'est que sur les films de Jean-Luc, il y a des films qui sont emmerdants, il y en a qui sont très très emmerdants, mais par rapport aux autres metteurs en scène qui font des films emmerdants, emmerdants pendant 1h30, Jean-Luc, il y a au moins 20 minutes toujours qui sont fantastiques. Hein. Bon, ce qui fait que finalement, c'est pas vraiment on s'est emmerdé pendant 1 heure seulement. Hein. Non, c'est son côté à lui qui est assez extraordinaire, c'est qu'il arrive toujours à un moment donné à reprendre tout le monde en main et faire passer une émotion importante.